Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. La Chine qui continue de tracer son chemin et poursuit son ascension, son développement sur les plans économiques, militaires et politiques est de plus en plus fort. Son influence également ne cesse de s'étendre. Pour comprendre d'où provient cette superpuissance, eh bien, il faut aller chercher très loin dans l'histoire, dans le passé, la longue marche du PCC, le Parti communiste chinois qui constitue l'esprit, ou je dirais le moteur de cette puissance de l'Empire du Milieu. Le PCC aujourd'hui au centre de tous les regards, au moment où son 20e congrès s'est ouvert hier avec le discours de son secrétaire général qui n'est autre que le président chinois, chef des armées, Xi Jinping. Xi Jinping en piste pour un 3e mandat historique à la tête du parti et donc à la tête du pays. S'est exprimé d'ailleurs devant les 2300 délégués du PCC réunis, on le voit sur ces images, au Palais du Peuple, place Tiananmen à Pékin. Le président Xi Jinping qui prône l'unité autour de sa direction, il souligne cette montée de l'influence internationale de la Chine qui, il faut le dire, dérange et inquiète au plus haut point les puissances occidentales. Pour analyser, décrypter la portée du discours du président chinois, mais aussi les enjeux et les objectifs de la Chine pour les 20 prochaines années, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Manuel Pouchelet. Bonsoir, Monsieur Pouchelet. Oui, bonsoir madame. Expert en géopolitique, nous tentons également de joindre Jeanne Chinqui, qui est donc journaliste chinoise et elle interviendra avec nous depuis Pékin. Je ne sais pas si Gamal Abina nous a rejoint également. Bonsoir Monsieur Abina. Très bien, on tentera donc de le joindre. Alors pour commencer, avant d'évoquer donc le discours de Xi Jinping, Manuel Pouchelet, d'abord un mot sur l'importance de ce 20e congrès du Parti communiste chinois et de ses enjeux. Alors, la Chine, en effet, a un congrès du Parti communiste qui est attendu, puisque vont être révélées une politique internationale, mais aussi une politique intérieure pour la Chine. On sait que c'est la grande puissance en devenir, où l'objectif majeur est d'être la première puissance mondiale en 2049. Oui. Monsieur Xi Jinping, président élu, premier secrétaire comme vous l'avez mentionné, doit également faire face aussi à des contestations concernant son pouvoir. Il s'est plus ou moins autoproclamé à vie et maintenant force est de constater que ces derniers temps en Chine, l'actualité intérieure, notamment la gestion de la pandémie, a réveillé certains mouvements contestataires. On a aussi une économie chinoise qui est ralentie. On a entendu parler du ralentissement surtout de l'économie au niveau d'une crise immobilière qui s'annonce, mais aussi un changement de stratégie au niveau de la Chine, à l'international, qui est important. Monsieur Xi Jinping, si vous voulez, donne un discours, un message qui est en fait un message au monde, un message pour les Chinois, un message pour ses alliés au sein d'alliances respectives, et aussi un message à l'Occident, et j'allais dire in extenso aux États-Unis. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Paris, donc on parlait de l'importance de ce congrès, ce 20e congrès du Parti communiste chinois. Et c'est un événement très suivi, très scruté, car c'est là où les objectifs généraux de l'Empire du Milieu sont fixés pour les 20 prochaines années. Et on le voit en tête des priorités, et d'ailleurs Manuel Pouchelet en a parlé, le développement économique et la sécurité nationale sont des priorités de l'Empire du Milieu actuellement. Tout à fait, l'Empire du Milieu, qui était déjà l'Empire du Milieu pour des raisons historiques, il y a très longtemps qu'il s'appelait comme ça parce qu'il se considérait comme le centre du monde, c'était le centre du monde économique, jusqu'encore au XVIe, XVIIe siècle, avant qu'il soit attaqué, envahi par l'Angleterre et puis pas mal de pays occidentaux. Donc la Chine du 20e congrès du Parti communiste, qui est de moins en moins communiste, de plus en plus dirigiste, effectivement, est actuellement dirigée par Xi Jinping, qui est un fils d'un cacique du Parti communiste et qui a décidé de prendre sa revanche sur l'histoire et sur les années d'humiliation qui ont été vécues par les Chinois de façon extrêmement dure, puisque la période de ce qu'on a appelé les guerres de l'opium ont été des périodes d'humiliation avec le sac de la cité impériale, avec le vol de beaucoup de valeurs chinoises auxquelles ils tenaient sur un plan culturel, et surtout avec le fait que l'Empire du Milieu est devenu un empire quasiment
presque protectorat colonisé par l'Occident, pillé avec différents ports et différents comptoirs commerciaux qui profitaient à l'Occident et non plus aux Chinois, et avec un pays qui était quasiment atomisé. Aujourd'hui, la Chine est de retour, elle est puissante, très puissante, ce sera la première puissance économique en 2030. La Chine a des ambitions aussi militaires, elle commence à avoir des bases à l'extérieur, elle commence à construire des plateformes industrielles un peu partout en Afrique, et la Chine a décidé de faire entendre sa voix sur la question du conflit, par exemple, russo-ukrainien, où manifestement les Chinois sont très loin d'être du côté occidental. Alors intéressons-nous à présent de plus près au discours du président Xi Jinping lors de l'ouverture de ce congrès. Xi Jinping qui brigue, rappelons-le, un 3e mandat historique. Il est depuis Mao Zedong l'unique dirigeant, je crois, qui est resté aussi longtemps à la tête du pouvoir en Chine. Que dire de la politique de Xi Jinping? Comment est-il vu par les Chinois, Manuel Pouchelet? Monsieur Xi Jinping, si vous voulez, c'est un leader charismatique. Il connaît parfaitement son pays. Lui-même, au cours de son histoire et de son enfance, il a été il a eu quelques soucis. Je crois de mémoire, son père avait été arrêté. Mais si vous voulez, c'est un personnage qui fixe des règles dans un pays qui est un État-continent. On a plus d'1,3 milliard de personnes, d'habitants dans ce pays. Et M. Xi Jinping, si vous voulez, doit se faire connaître. Il doit multiplier des déplacements. Il doit préciser la méthode. Si vous voulez, il y a une méthode explicative, mais n'oublions pas, nous sommes aussi quand même dans un régime autoritaire. Maintenant, la Chine de M. Xi Jinping, c'est aussi une politique intérieure, on vient de le mentionner, mais également une politique internationale qui est attendue. Il a très peu ces derniers temps, son ministre des Affaires étrangères s'est aussi déplacé à l'international pour préciser certains dossiers et également faire entendre sa voix. Également, en France, on a même eu l'ambassadeur de Chine à Paris qui s'est exprimé sur certains sujets avec un verbatim, on va dire, qui a un petit peu tranché les codes. Mais si on revient à M. Xi Jinping et son pays, la gestion de son pays, ces derniers temps, la Chine, avec la pandémie et d'autres dossiers, notamment celui de Taïwan, a bien précisé la méthode, sans embâge, avec une fermeté et une rigueur qu'on ne trouve pas forcément en Occident. Pour l'instant, on a quand même on a de la contradiction côté occidental et notamment américain. Alors toujours sur ce point, en ce qui concerne la politique intérieure de Xi Jinping, on parle souvent de sa campagne anti-corruption qu'il a d'ailleurs défendue dans son dernier discours Gamal Bina. Cette politique adoptée par Xi Jinping ces dernières années, est-ce qu'elle a réellement porté ses fruits ? Oui, on l'a vu avec l'arrestation de grands caciques, de grands milliardaires chinois. Ils n'hésitent pas une seconde à les mettre aux arrêts, même si c'est des capitaines d'industrie, ça ne pose pas de problème. Le Parti communiste chinois, c'est un système économique très particulier, c'est un double système en vérité. D'un côté dirigiste et planificateur, comme on le voit à chaque fois avec des plans quinquennaux, et de l'autre côté avec une sorte de libéralisme très contrôlé malgré tout, avec les zones économiques spéciales qui devaient concurrencer Shanghai et surtout Hong Kong, donc ces fameux territoires qui étaient des vitrines occidentales pour donner le sentiment chinois qui vit dans un enfer communiste alors que de l'autre côté c'est le paradis. Tout ça, c'est de la stratégie occidentale qui est malheureusement pour elle n'a pas abouti. Ils ont dû rétrocéder évidemment Hong Kong. Shanghai, c'est pareil, on est dans tout un tas de vitrines. On voit bien sur la question surtout il y a la Chine continentale et puis la Chine, la fameuse île de Taïwan, qui reste encore une fois une île indépendante parce que c'est un peu une volonté occidentale de soutenir les courants indépendantistes contre ceux qui veulent se rattacher à la Chine continentale. Et surtout, Xi Jinping, c'est effectivement un homme qui est le fils d'un communiste qui a été mis en prison. C'est quelqu'un qui a une histoire à rattraper, qui a une haute estime de lui-même et de son pays, et qui, contrairement à Hu Jintao, qui était son prédécesseur, beaucoup moins affirmé, beaucoup moins expansif. Xi Jinping a des velléités de mettre son État continent, littéralement la Chine, fait quand même 10 millions de kilomètres carrés, de le mettre au cœur des échanges mondiaux, c'est déjà le cas, mais surtout de devenir un acteur très influent sur la scène internationale, par rapport aux BRICS, évidemment, on le sait, par rapport évidemment à ces fameuses autoroutes, ces nouvelles autoroutes de la soie, ces nouvelles routes de la soie, excusez-moi, qui sont devenues le bras armé économique de la Chine, mais surtout la Chine commence à montrer des velléités évidemment d'expansionnisme qu'on commence à observer parce qu'elle se réclame d'une sorte de néo-bandouguisme, on dirait, pour parler de la conférence de Bandung, donc non aligné. Malgré tout, il y a un alignement qui est fait avec la Russie, mais au-delà de ça, effectivement, les Chinois ont à cœur de garantir à la fois l'expansion de leur économie qui est soutenue pendant pratiquement 30 ans avec quasiment 2 points de croissance, qui n'est pas rien, c'est considérable, c'est une véritable locomotive économique, et surtout la Chine
a décidé de montrer qu'elle existait dans le monde et qu'elle redeviendrait la partie centrale du monde. C'est la raison pour laquelle elle s'appelait l'Empire du Milieu. C'est un pays qui est très important sur un plan géographique. Elle s'est considérée il y a très longtemps comme étant le centre du monde. À nouveau, la Chine commence à remontrer ses velléités et on commence à constater que rien que sur le front des dépenses militaires, les Chinois ont un budget de près de 300 milliards de dollars de dépenses militaires, soit la moitié moins du budget américain. Que la Chine est une puissance militaire et d'ailleurs la première puissance militaire mondiale. Manuel Pouchelet, toujours sur les priorités ou sur les objectifs du président Xi Jinping actuellement. Concernant, alors écoutez, on a eu un petit décalage technique. Je pense que vous me posez la question sur la capacité militaire, j'imagine. En ce qui concerne, si vous voulez, la Chine, c'est une puissance qui monte en puissance, excusez-moi ce jeu de mots. De toute façon, la Chine s'impose. Il faut savoir que la Chine participe déjà de nombreux mandats ONU, qu'elle a consolidé une position à Djibouti pour intervenir en Afrique et également, elle déploie ses soldats, si vous voulez, sur d'autres îles avec des puissances concurrentes, notamment dans la zone indienne, de l'océan Indien, avec l'Inde et bien entendu, encore une fois, les États-Unis. La Chine, de toute façon, le rôle de puissance, aujourd'hui, quand on définit une puissance mondiale, vient s'agréer de nouvelles compétences et la Chine y répond et même devient leader, et là c'est important pour les Occidentaux, devient même leader de certaines innovations où on est, du côté occidental, on est obligé de l'admettre et même de s'y soumettre, si je puis me permettre. Donc si vous voulez, voilà, la Chine de M. Xi Jinping, c'est, on aurait dit le grand bond en avant, mais là c'est plus le grand bond en avant, c'est vraiment le progrès technique, si vous voulez. Et c'est ce qui donne le rythme, c'est ce qui donne le tempo. De toute façon, indépendamment de la Chine, c'est l'Asie qui, dans un avenir très proche, va donner le tempo de la marche vers le futur, on va dire, avec quasiment une situation de non-partage. On peut, pour y réussir, je rappelle une chose, la Chine pratique également ce que pratiquaient les États-Unis dans les années 50-60, c'est-à-dire le drainage de cerveau, mais version sauce, on va dire, orientale, avec le recrutement de personnes compétentes, y compris en Occident, pour réussir à asseoir ce nouveau leadership technologique qui s'affirme de plus en plus. La Chine, de toute façon, est un État-continent à la puissance incontournable, pour laquelle on va devoir, bien entendu, au cours de ce congrès et même dans un avenir très proche, répondre aussi favorablement à ces sollicitations et à ces demandes. Les itinéraires des nouvelles routes de la soie y répondent. On parle de nourrir la Chine, mais c'est faux, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la Chine qui va plutôt alimenter ces itinéraires. Pour l'instant, la grosse inconnue et le gros problème de ces itinéraires, d'ailleurs on le voit avec la crise en Ukraine, c'est que ces itinéraires sont bloqués et c'est ce qui malheureusement fait entre guillemets capoter pour l'instant la réussite de ces itinéraires où les pays qui sont traversés sont encore instables. Alors cette montée en puissance sur le plan militaire et économique de la Chine inquiète au plus haut point, on l'a dit, Gamal Bina dans son discours. Vous avez justement parlé de Taïwan et le président Xi Jinping n'a pas cité proprement dit les États-Unis dans son discours, mais a évoqué l'ingérence des forces extérieures au sujet de Taïwan. Comment peut-on interpréter ce discours ou sur ce point les déclarations de Xi Jinping? Simplement que les Chinois sont des gens très pragmatiques et c'est surtout des gens très prudents. La dernière fois qu'il y a eu un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis, c'était pendant la guerre de Corée entre 50 et 53. Il y a eu 1 million de Chinois qui ont été tués au cours de cette guerre. Donc ça a été très compliqué pour les Chinois parce qu'ils étaient très faibles à l'époque. Ils ont très rapidement rattrapé un retard, déjà sur le plan militaire, puisqu'ils ont obtenu la bombe atomique assez rapidement. Mais surtout, aujourd'hui, les Chinois sont une puissance qui va dans l'espace. Le premier taïkonaute qu'on a vu, le fait d'aller sur la Lune, d'investir tous les champs de compétences possibles imaginables, terre, mer, sous les mers, sur la terre, dans les airs et dans l'espace. Ensuite, les Chinois, effectivement, ne montrent pas directement les États-Unis, mais on a bien compris que Biden, qui a un problème avec la Chine, et d'ailleurs son prédécesseur pareil, se mettent en concurrence. Les États-Unis n'acceptent pas leur déclin annoncé, qui est un déclin normal, comme tout empire, on finit par reculer, et n'acceptent pas que ce soit la Chine qui prenne le relais. De l'autre côté, les provocations permanentes, on l'a vu avec la visite de Nancy Pelosi sur les Taïwan, sont des provocations qui sont destinées à pousser les Chinois à la faute. Mais les Chinois ne sont pas tombés dans ce piège. Ils ont récupéré de façon parfaitement pacifique Hong Kong. C'était un accord qui était fait avec les Anglais. Ils vont récupérer la plupart des territoires qu'ils considèrent comme étant perdus, et particulièrement Taïwan. Ce sera négocié parce que même le Kuomintang, qui est donc le parti qui avait à l'époque investi Taïwan quand ils ont fui la Chine communiste, même le Kuomintang est prêt
à négocier avec la Chine pour un rattachement avec l'Empire du Milieu. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que les Chinois sont en mesure ou sont capables de vouloir affronter les États-Unis? Deux grandes puissances nucléaires, je ne crois pas que les Chinois vont perdre leur réussite économique et leur puissance d'hégémonie régionale et internationale bientôt pour s'affronter avec les États-Unis, qui est une puissance déclinante et dont l'aura internationale a largement été impactée par les différentes guerres qu'ils ont menées au cours des 30 dernières années. Donc je ne crois pas que les Chinois iraient dans ce piège-là, mais ce sont des gens très pragmatiques et surtout de grands joueurs d'échecs qui ne se perdent jamais dans leur perspective et leurs ambitions. Ils savent parfaitement quel levier activer pour l'obtenir. J'en veux pour preuve d'ailleurs une chose très importante qui m'a marqué il y a quelques années. Lorsque Obama était en train de se chamailler avec son Parlement qui lui était opposé, puisqu'il avait perdu la majorité, eh bien, il se battait par rapport à la dette américaine qu'il devait rehausser ou pas par rapport au dépassement de ce qu'on appelle le déficit public, à savoir est-ce que les États-Unis pouvaient s'autoriser à emprunter au-delà de leur déficit. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont dit vous devez rehausser le plafond de la dette, sinon nous retirons l'argent qu'il y a chez vous sous forme de T-bonds, de bons du Trésor américain. Cette menace du retrait des T-bonds chinois, du jour au lendemain, les États-Unis sont exécutés et ont rehaussé le plafond de la dette. C'est dire un peu la puissance chinoise. Très bien, on va essayer d'en savoir plus sur la stratégie chinoise dans le contexte actuel avec Jeanne Xianghui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chinoise et vous êtes avec nous depuis Pékin. Merci d'être avec nous malgré donc, le décalage horaire. Il doit être 2h ou 3h du matin chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que pensent les Chinois actuellement sur le déroulement de ce congrès du Parti communiste chinois? Ok. Alors, c'est effectivement un grand événement, pas uniquement pour la Chine, mais peut-être aussi pour le monde entier, pas uniquement pour le Parti communiste chinois, mais pour toute la Chine. Pourquoi? Parce que c'est une période, c'est un congrès tous les 5 ans que la Chine accueille une fois tous les 5 ans. Donc pendant ces 5 ans, où est-ce qu'on va? Dans quelle direction les Chinois vont s'efforcer ensemble pour un intérêt politique, pour un progrès économique, pour aussi un progrès culturel. Donc là, en effet, c'est très riche. Et encore une fois, nous aurons aussi les dernières informations durant cette période de 7 jours de réunion du 16 au 22 octobre. Aussi les informations sur le nombre de personnes dans la direction du Parti communiste chinois pour les 5 ans à venir. Oui. Qui sont les personnes à la tête du Parti communiste chinois ensuite, et qui va également avoir une grande influence dans la gouvernance dans la Chine pour les 5 ans à venir. Donc c'est très très important pour toute la stratégie chinoise et internationale pour la Chine, pour tout ce qui est la diplomatie, la culture, l'économie, le développement, la sécurité, l'anticorruption, la culture, l'économie et la politique de la Chine. Donc c'est une chose très importante dans la Chine et aussi peut-être pour le monde entier. C'est peut-être aussi ça que cette fois-ci, nous avons vu des milliers de journalistes qui ont été invités sur place, oui, qui sont venus sur place. À ma connaissance, il y a plus de 2000 journalistes qui sont là cette année, les journalistes chinois, aussi les journalistes français, les journalistes francophones et les journalistes étrangers. Alors le secrétaire général du Parti communiste chinois brigue un 3e mandat historique. Comment est perçue donc la personnalité de Xi Jinping actuellement par les Chinois, Jeanne Xianghui? Alors pour l'instant, ce n'est pas encore été décidé au dernier mot. Donc il peut y avoir toujours des changements dans les plusieurs jours à venir. Mais c'est vrai que nous pouvons peut-être attendre, mais pour l'instant, rien n'a encore été décidé. Donc, de ma part, je ne peux pas vous dire catégoriquement que ça sera le cas. Donc, il faut peut-être plutôt attendre jusqu'au 22 octobre pour voir le résultat pour les élections. En tout cas, Xi Jinping a défendu ses 2 derniers mandats à la tête du Parti communiste chinois, également à la tête du pouvoir en Chine. Moi, j'aimerais vous poser la question, comment est perçu, comment est vu Xi Jinping par les Chinois eux-mêmes? Comment sa personnalité, si on devait un petit peu parler de la personnalité de Xi Jinping? Alors en chinois, lui, il est plutôt perçu comme quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, et quelqu'un, en Chine, on le surnomme comme Xi Dada, donc le grand-oncle Xi. Donc c'est quelqu'un, par rapport à son prédécesseur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est aussi quelqu'un qui a une vision sur la qualité du développement de la Chine. C'est quelqu'un qui a une vision sur le développement de la Chine.
Par exemple, si on prend l'exemple de ce qu'il a dit dans son discours, il a dit que la Chine, dans le futur, elle va se miser non seulement sur la vitesse du développement et de la croissance de son PIB, mais aussi sur la qualité du développement de longue durée. Est-ce que les Chinois se sentent être en bonheur? Est-ce que les Chinois peuvent mener un développement vert, une croissance de qualité? Donc, à partir du moment où la Chine s'est beaucoup mis de ce côté-là, tout ce qui est sur le développement économique, tout ce qui est sur le développement de qualité, et bien là, en fait, ça change un peu la mentalité des Chinois. Et puis, il y a également, par exemple, parlé aussi de l'importance de l'écologie et du développement vert dans son économie. Il a mis depuis 10 ans, émis l'idée que de l'eau verte et les montagnes vertes vaut des milliers d'argent. Donc là, c'est aussi une nouvelle philosophie dans le développement de qualité qu'il a pu introduire dans le développement de la Chine. Et après, il y a aussi quelque chose aussi très saillant durant ces 10 ans. Il y a aussi, là, il a par exemple parlé ce concept d'anticorruption au sein du Parti communiste et jusqu'à s'étendre dans les organes du gouvernement. Donc voilà, ce sont quelques points saillants dans ce qu'il a dit, et également aussi pour l'élimination de la pauvreté absolue en Chine, qui a été aussi l'un des objectifs pour le premier centenaire du Parti communiste chinois. Là, je rappelle que le Parti communiste chinois a été fondé en 1921, donc l'année dernière, l'année 2021. Alors, Jeanne Sanchui, faute de temps, on est obligé d'avancer. Si on devait parler de la politique étrangère, cette fois-ci de la Chine, Xi Jinping a parlé du conflit à Taïwan. Il a cité donc il a évoqué donc des forces étrangères et n'écarte pas l'idée d'une confrontation ou de recourir à la force. Comment vous le voyez? Est-ce qu'on peut arriver à une confrontation militaire pour ce qui est... Je pense que la chance pour arriver jusque-là, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que d'abord, la Chine a toujours par sa voie diplomatie et par sa voie politique, par sa voie interne et externe, en disant à tout le monde que pour la Chine, Taïwan, ça reste une affaire de la Chine, ça reste une affaire interne de la Chine, donc ça doit être résolu par la Chine. Et dans son discours, il a dit, nous n'avons pas renoncé de courir, peut-être éventuellement avoir le recours à la force à partir du moment où nous sommes face à l'ingérence étrangère. Donc l'ingérence étrangère, c'est surtout pour les grandes puissances occidentales peut-être. Mais dans ce cas-là, quand on prend la situation d'aujourd'hui, on a vu que entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, entre ce duel des plus grandes économies aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas uniquement ce dossier Taïwan, il y a aussi bien d'autres dossiers géopolitiques et économiquement parlant. Les deux économies sont très très dépendantes les unes des autres. Donc, je pense que c'est très improbable, mais si la Chine a pris une prise de position comme ça, je pense qu'elle reste très alerte et très alerte sur ce genre de situation délicate en ne pas renonçant à la force. Oui. C'est aussi une attitude de la Chine pour montrer sa détermination pour la réunification nationale, cette détermination de la sécurité de l'ensemble de la Chine et sa détermination, encore une fois, de inclure Taïwan comme affaire interne de la Chine. Si vous le permettez, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Je vais donner d'ailleurs le dernier mot à mes deux invités dans un contexte de tension dans la région. Comment peut être perçu ce message par les États-Unis, Manuel Pouchelet? Écoutez, le message a été perçu fort et clair par les États-Unis au moment d'août dernier, où là, avec la visite de Mme Pelosi, la Chine a répondu fermement. Et c'est vrai que la question de Taïwan, moi, pour avoir pu travailler avec des officiers chinois en opération extérieure, la question vient d'être dite par votre invité, c'est une question chinoise. Donc, si vous voulez, il y a une fermeté et c'est un sujet délicat. Maintenant, pour l'instant, côté américain, ils ne sont pas prêts, puisqu'il y a une alliance qui s'appelle l'AUKUS, qui regroupe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Oui. Ainsi que d'autres pays, même les Britanniques se sont portés volontaires. Mais pour l'instant, l'objectif de la Chine est d'assurer sur la scène internationale une forme de fermeté où elle parle clair et se refuse
à répondre en termes de stratégie, et là c'est très important, aux tergiversations occidentales. Il n'y a pas que l'Occident, il y a également d'autres puissances également, et je pense que le grand rival actuellement régional, qui ne dit pas son nom, c'est l'Inde. Gamal Abina, en guise de dernier mot. Oui, simplement, les Américains font beaucoup d'esbroufs et ils provoquent depuis très longtemps les Chinois, c'est pas d'hier. Xi Jinping, c'est pas Hu Jintao, c'est pas Deng Xiaoping, c'est quelqu'un qui est dans une posture d'affirmation nationale, et il a raison de le faire. Il a des principes et il les défend. Il ne le fera pas par le système militaire parce qu'effectivement, ça a été souligné par votre invité. Effectivement, les Chinois ont une grande diplomatie, savent gérer ce genre de tension et à chaque fois font une démonstration de force, mais très mesurée malgré tout. Quoi qu'il en soit, les Chinois attendent évidemment une récupération de ces territoires confisqués qu'est Taïwan. Les États-Unis font tout pour les provoquer, mais in fine, je pense que la Chine bénéficiera d'un retour de son territoire national de cette île. Merci à mes trois invités pour leur contribution dans cette émission. C'est la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.